Re-bienvenue sur le show. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Aurélie Dion. Hello! Hello! Tellement contente que tu es là. Écoute, Aurélie, tu as un parcours vraiment très intéressant. Moi, je te suis sur les médias sociaux. Plein de gens au Québec aussi te suivent. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, là, peux-tu nous décrire un petit peu ce que tu fais? Je fais tellement de choses. Je suis énormément de choses aussi en même temps. Donc, si tu veux savoir c'est quoi mon travail, j'aide des gens à se remettre en forme sur tous les sens du terme. Donc, se remettre en forme physiquement, psychologiquement, financièrement, c'est vraiment ça mon travail. Mais je suis aussi maman de deux petites cocottes de 5 ans et 3 ans qui sont vraiment très, très drôles sur mes réseaux sociaux à voir aller, deux petites personnalités vraiment différentes, mais on me voit évoluer en tant que maman sur mes réseaux sociaux, donc je suis très, très présente justement sur Instagram, sur TikTok également. Je chante. Je ne suis pas payée pour ça, mais c'est une passion pour moi et à tous les jours, je fais une nostalgie musicale, généralement dans ma voiture. Donc, je prends des vieux hits qu'on a oubliés, puis j'adore ça, faire réécouter ou faire repenser à des souvenirs à une personne. Puis c'est quelque chose que j'adore faire, en fait. Les nostalgies musicales, on me connaît beaucoup pour ça, là. Hey, j'aime tellement ça qu'on commence l'épisode comme ça. C'est comme, hey, moi, je suis multipassionnée, je fais plein de choses, puis tu montres justement aux femmes que c'est possible d'avoir plusieurs chapeaux, puis c'est possible de réussir. Écoute, dans ton parcours, une chose que tu n'as pas nommée, puis que moi a piqué ma curiosité, c'est ton parcours de criminologue. Comment est-ce que tu es passé, genre, de criminologue à faire ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi, pour toi, ça a été quoi le déclic? C'est une longue histoire. On va On a le commencer temps? par le début. J'ai fait mon bac, en fait, en criminaux à l'Université Laval, puis j'adorais la relation d'aide. Moi, j'avais aucun intérêt pour le succès, sous quelconque forme possible. Tout ce que je voulais, c'était aider les autres et aussi faire 10 millions d'autres choses autres que aider les gens. Genre, je voulais être chocolatière et chanteuse dans les prisons. J'avais dit ça à ma mère à un moment donné. Moi, j'aimerais ça ouvrir parce que le chocolat, c'est thérapeutique. Ça va aider les personnes qui ont des problèmes de comportement à changer pour devenir des meilleures personnes. J'avais vraiment cette vision-là de comme, on peut être différentes choses en même temps, mais au final, c'était pour que le monde aille mieux. C'était pour faire de la relation d'aide. Donc, ça a toujours été une passion pour la relation d'aide. Et quand j'ai terminé mon baccalauréat, je suis allée faire un stage dans un organisme communautaire à Trois-Rivières. Moi, je venais de Québec. Puis, c'est drôle, la vie est parfois drôlement faite. Et j'ai été la seule de toute ma cohorte à ne pas s'être fait distribuer de stage. Donc, tout le monde a eu une place, avait choisi une place ou a été distribué. Et moi, j'ai été oubliée. Donc, j'avais juste deux choix. C'est soit j'allais en Gaspésie vraiment très, très loin, puis j'étais jamais sortie de chez mes parents, ou soit j'allais à Trois-Rivières, qui était quand même plus près, dans un centre de thérapie, mais c'était la dernière chose que j'avais envie de faire. D'être en organisme communautaire, d'aller en dépendance, c'était vraiment pas ce que j'avais en tête. Moi, j'étais comme, je voulais être agente carcérale, je voulais travailler dans les palais de justice, je voulais avoir un tailleur. C'était ça que je voulais, tu sais. Fait que j'ai pleuré. J'ai pleuré les 3 premières semaines de mon stage. Mais à ma grande surprise, j'ai fini par triper, par vraiment, puis trouver l'homme de ma vie. Ben non. Il ne faisait pas sa thérapie, mais il était également en stage avec moi et on est encore ensemble aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que la vie Ah, est la vie est drôlement tellement faite. bien faite pour vrai. Oui, vraiment, vraiment. Mais c'était en milieu de vie où je travaillais. Donc, c'était en centre d'hébergement. Puis, les centres d'hébergement, c'est rochant. Avec la clientèle judiciarisée, c'est très rochant. T'as jamais la tête off. Quand tu quittes le travail, ben c'est souvent le bordel. Puis tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer le lendemain. De toute façon, il y a énormément de violence à tous les jours, violence verbale, violence physique, violence psychologique. Il est arrivé bien des situations. Puis j'étais intervenante au centre de thérapie. Je devais animer des cours de groupe à ce moment-là. J'étais pas vraiment faite pour ça. J'ai commencé à faire des crises de panique, énormément d'anxiété. Ça le faisait pas. J'étais pas faite pour ça. Ça a été la première, deuxième année. Et ensuite, on m'a offert un poste, OK? Un poste d'agente de liaison. Puis là, j'ai sauté là-dessus. J'étais toujours au même endroit, mais j'avais pas le même travail du tout. Donc, agente de liaison, là, maintenant, je travaillais dans un palais de justice. Je portais un tailleur. J'avais le côté plus glamour de la job. Je témoignais dans les palais de justice sur la motivation des gens à changer. Il fallait que j'aille faire de la prospection, que j'aille donner mes cartes d'affaires pour faire connaître le centre de thérapie où je travaillais parce qu'il y avait une réputation à rebâtir aussi à ce moment-là. Donc, c'était de la vente. C'était la première fois que j'étais comme
j'étais dans l'univers de la vente sans le savoir parce que j'étais encore dans la relation d'aide. Mais l'affaire, c'est que même si j'avais un travail, un emploi vraiment comme criminologue, vraiment hot, c'était beau, c'était le fun, j'étais sur la route, j'avais mon téléphone, j'étais payée 20$ de l'heure. J'avais aucun avantage social. J'avais 2 semaines de vacances par année, tout au plus. Donc, quand je suis devenue maman, j'ai eu mon premier enfant, j'étais à 55% de ce salaire-là. Donc là, juste pour revenir, quand j'ai eu mon retrait préventif, donc je suis tombée enceinte, retrait préventif immédiat parce que j'étais à ce moment-là dans un milieu qui était quand même assez dangereux, c'est la première fois de ma vie que je ne travaillais pas, que j'étais chez nous, entre les 4 murs de ma maison, puis que j'étais confrontée à me poser des questions de comme « Où va ma vie? Qui suis-je? Que fais-je? Que veux-je? » Parce que tout a été tellement vite. J'ai fait mon secondaire, mon cégep, mon université, mon petit stage, mon travail, mon petit chum, C'était comme... Puis là, enceinte, l'anxiété, là, à son comble. J'étais tellement angoissée de comme quelle mère j'allais être. J'avais tellement peur. J'étais pétrifiée par le fait d'être... Tu sais, quand t'es enceinte puis tu te dis « Je sais pas tant que ça si je vais être mère dans le fond. Je sais pas. » C'était comme ça que je me sentais. Puis j'avais pas des bonnes habitudes de vie non plus. Je consommais beaucoup les réseaux sociaux. Je me comparais avec tout le monde. Je me chicanais constamment avec mon conjoint. Je ne faisais que vouloir dépenser l'argent que j'avais pas. Donc c'était pas vraiment chouette. J'ai fait du diabète de grossesse aussi pendant ma grossesse. Donc ça a comme mis beaucoup de choses en perspective. Et quand j'ai accouché de mon enfant, ben personne n'est surpris, j'ai fait une dépression postpartum. Une solide, une bonne, une grosse, qui était planifiée. C'était sûr que j'allais en faire une. Et ma sœur, toutes mes sœurs, je viens d'une famille de 6 enfants. Je suis le bébé d'une famille de 6 enfants. Tout le monde est sportif. Tout le monde. Ma sœur a un gym de CrossFit. Mon autre sœur est dans le monde du tennis. Mon autre sœur a fait des marathons. J'ai ski acrobatique. Mon frère, tout le monde. Sauf moi. Moi, je détestais le sport. Mais je détestais ça. J'haïssais ça à l'école. Ça n'a jamais été une source de réconfort ou un échappatoire. C'était une corvée détestable. Donc, j'ai toujours haï ça. Mais quand j'ai fait ma dépression postpartum, j'ai une de mes sœurs qui m'a tirée du lit alors que j'étais juste un zombie dans mon lit qui était à peine capable de s'occuper d'elle-même puis de son enfant. Puis elle m'a dit « Viens courir avec moi ». Puis là, je suis allée courir avec elle. Après 2 stops, j'ai réalisé à quel point on avait un gros problème, là. Ça l'allait pas, là. Ça l'allait pas. Puis en même temps, j'ai comme eu un éclat un haha moment de ça va être ça. Ça va être ça, mon échappatoire. C'est ce qui va me remettre dedans. Je vais m'entraîner. Je vais être une personne sportive. Et j'étais allée m'inscrire au gym à ce moment-là, puis je suivais une fille sur les réseaux sociaux qui s'appelle Madame Coach, Marie-Philippe Desmarais, puis elle était là, puis elle s'entraînait dans son salon, puis elle était donc bien heureuse, elle dansait, elle s'amusait, elle voyageait, elle avait des amis, tout ce que moi j'avais pas, mais que je rêvais secrètement d'avoir. Puis on se parlait, puis elle me disait « Hey, ce serait le fun, tu serais bonne pour faire qu'est-ce que je fais? » En ne sachant absolument pas ce qu'elle faisait. Puis en faisant absolument rien sur les réseaux sociaux, j'étais pas active sur les réseaux sociaux du tout. Je faisais juste consommer du contenu puis être drôle de temps en temps dans mes messages que je pouvais envoyer à certaines personnes, mettons. Mais elle m'a envoyé son petit vidéo d'information de c'était quoi Body, c'était quoi l'entraînement à la maison, puis même pas à la maison, c'était quoi les programmes, c'était quoi la communauté, c'était quoi l'opportunité financière derrière ça. Puis ça a juste fait go! Go, vraiment! Puis j'ai jamais été une personne attirée envers quelconque marketing relationnel ou quelconque business de tout point, là. C'était genre zéro. Ça m'attirait pas, pantoute. Puis c'est ça. Mais là, j'en étais là dans ma situation de vie. J'avais vraiment besoin de ça. J'étais à 55% de mon salaire en plus. Fait que là, j'étais comme, OK, fait que si je peux m'entraîner, motiver le monde, puis en plus que ça peut me rapporter, puis rapporter à ma famille, ben, why not? Why not? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis pitchée en ligne, puis j'ai jumelé ma petite business à travers ma job temps plein, 95% de la charge mentale, une 2e grossesse, le COVID, la construction d'une maison aussi, parce que c'était mon why financier quand j'ai commencé. Oui, je voulais me mettre en forme, je voulais être mieux dans ma tête, mais comme quand je me suis reconnectée à c'était quoi mes rêves,
Je voulais avoir ma maison à moi, je voulais avoir une belle cellule familiale dans laquelle j'allais créer des beaux souvenirs avec ma famille, puis on avait juste c'était un petit jumelé un peu minuscule, ça n'avait pas rapport, on n'avait même pas l'air climatisé, vous êtes 35 dans la chambre quand on se couchait, puis j'allaitais mon bébé, ça n'avait pas rapport. Fait que on s'est fait construire notre maison, justement, grâce à ça, ça m'a vraiment sorti du gouffre financier, parce que je pense pas que je l'ai dit, mais moi, j'étais à 55% d'un salaire de 20$ de l'heure, mais mon chum, il était TES dans les écoles, éducateur en service de garde dans les écoles, travaille pas l'été, puis il travaillait pas temps plein, même pendant l'année. Fait qu'on on mangeait pas de saumon fumé toutes les semaines, on comprendra, là. C'était comme... Puis j'avais des grands rêves, là, dans le fond. J'étais une fille qui était full ambitieuse, qui voulait vivre tellement de choses, tellement de voyages, tellement de... C'était beaucoup les voyages puis la maison qui revenaient, mais voilà. Fait que j'ai bâti ça à travers ça, ça m'a tellement aidé à comme juste aller m'entraîner le matin. Je me levais à 5h du matin, je faisais mon développement personnel, je faisais mon entraînement, puis après ça, j'arrivais au centre de thérapie où je travaillais comme criminologue. Puis je voyais tout le monde avec leurs 2, 3, 4 cafés gros comme ça. Puis moi, j'avais fait mon entraînement, là, j'étais de même. J'arrivais là, wouh! J'étais de bonne humeur, j'étais solide, j'étais concentrée, j'étais tellement plus productive. J'étais pas la même personne qu'avant mon congé de maternité. Je me laissais pas aller dans les radotages des autres collègues qu'il y avait. Moi, je faisais mes affaires, je partais de là, j'avais ma petite business qui était sur le side, mon projet, ma famille. C'était comme une toute autre personne qui m'a vraiment aidée. Vas-y. Vas-y. On est comme, oh my God, il y a tellement de choses à dire. On savait que ça allait être électrique, cet épisode-ci. Écoute, dans tout ce que tu as dit, c'est tellement inspirant. Ce que je retiens, c'est que tu as tellement fait confiance à ton intuition. Combien de fois tu t'es juste dit comme, OK, let's go, why not? J'y vais. Je poursuis ça. Boum, j'essaie ça. Et de fil en aiguille, ça t'a emmené où est-ce que ça t'a emmené? Tu sais, on entend souvent que comme les gens, il y a des gens qui sont nés entrepreneurs avec la fibre entrepreneuriale. Il y a des parcours comme le tien et le mien où est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui nous trouve? Vraiment. Et j'ai eu aucune hésitation, oui. En plus. C'est la première fois de ma vie que je suivais vraiment mon intuition, en vrai. C'était la première fois. Puis à partir de là, parce que tu sais, moi, je te vois aller sur les médias sociaux, puis comme tu as dit en entrée d'épisode, tu sais, tu parles de plein de choses. Tu parles de maternité, tu parles de body, d'entraînement, tu parles, tu sais, de plein de trucs, tu chantes, tu fais plein de choses. Est-ce que pour toi, ça a été comme, let's go, fuck it, je crée ma brand, puis j'y vais exactement avec ce que moi, j'ai envie de partager? Ça l'a été... Je connaissais pas le mot brand. Oh. Je savais pas c'était quoi, le branding. C'était naturel. Je connaissais rien de ça, mais oui, c'était naturel parce que je voyais vraiment ce processus-là. C'était vraiment ça qu'on mettait de l'avant, c'était partage ton processus. Fait que là, je me suis dit, mais pour partager mon processus, je dois aimer mon processus, fait que je dois le rendre d'une façon le fun. Fait que qu'est-ce qui me rend heureuse, moi? Bon, ben c'est la musique. Bon, ben c'est les vieilles nostalgies musicales, c'est chanter. C'est ça qu'il faut que je fasse. Sinon, ça va me faire chenoute de me réveiller à tous les matins pour me présenter puis parler d'une vie que j'aime pas, puis un quotidien que j'aime pas, puis d'une relation que j'aime pas, puis tu sais... Je vais me créer un beau quotidien que je vais avoir envie de parler puis d'être fière de faire, tu sais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ci, ça, ben crime. Ça va être le fun de le partager, je vais le faire. Donc, c'est vraiment ça que j'ai fait. Et puis, ça, c'est... Oui, excuse-moi, vas-y. Oui, puis à force de le faire, j'ai vu qu'à chaque fois où que je montrais la vraie Aurélie, les commentaires, les messages en privé, les personnes que je connaissais qui m'écrivaient pour me dire « Mon Dieu, je pensais pas que t'étais de même. » Ben, pourtant, voilà! Here I am! Et je trouve ça puissant, puis j'ai envie de rebondir là-dessus parce que, justement, tu sais, on parle de brand et tout ça beaucoup ici sur le podcast. Mais, tu sais, la brand, dans le fond, c'est juste représenter qui tu es. C'est juste laisser tomber les murs, puis juste être comme « Hey, let's go, voici qui je suis, puis ce que j'aime, ce qui, moi, me fait du bien, puis que je pense que toi aussi pourrait te faire du bien. » Parce que 3/4 du temps, c'est même pas à propos de nous autres, c'est à propos de l'autre. Fait que je trouve ça tellement intéressant. Puis j'ai une question pour toi. Est-ce que ça a toujours été facile pour toi? As-tu toujours eu cette confiance-là devant la caméra? Ça a-tu été comme « Ah, moi, j'ouvre ma caméra, puis c'est comme super facile du début » ou t'as dû travailler cette confiance-là? Bon Dieu, non. Je l'ai travaillé chaque jour depuis 5 ans, depuis le mois d'octobre. En fait, depuis que je me suis créée mère, ça a été une journée à la fois depuis le 11 avril 2018, mais je savais que je devais foncer pareil. J'ai mis mon masque du clown, par exemple, right away. Quand je suis gênée, quand je suis stressée, quand je suis pas à l'aise, je fais des niaiseries. Je suis clown. C'est une bonne affaire parce que ça pogne. Fait que tant mieux. Mais tu sais, je faisais des crises de panique à l'idée d'animer un cours de groupe. Je l'ai fait quand même, je suis devenue bonne. J'avais envie de vomir chaque fois qu'il y avait un souper spectacle quand j'étais petite au secondaire. Mais je le faisais quand même.
Puis j'étais fière après. J'ai jamais été pas fière de l'avoir faite, même si ma prestation parfois était douteuse, puis j'avais un trémolo digne d'une femme de 75 ans. Mais ça a toujours été comme ça. Je savais que je devais prendre cette voie-là. Cette voie-là, je savais qu'il fallait que je me mette de l'avant, que je sois devant la caméra, c'était sûr. Ça a été la même chose pour témoigner dans une salle de cours aussi. Première fois que j'ai témoigné devant un juge, il a fallu que je me change 3 fois de chemise. Tellement j'avais sué les dessous de bras, tu sais. Mais à la fin de ma carrière de criminologue, j'avais plus peur, là. J'étais ferme quand un juge ou un DPCP me posait des questions, me contre-interrogeait. Pas de problème, ça me faisait même plaisir, tu sais. J'avais pris confiance en le faisant, fait que je savais que je devais persévérer même si j'avais la peur au ventre. Je connaissais mon sujet aussi en criminaux, mais là, c'est pas le juge Tremblay qui me regarde, là, puis qui va me juger, c'est Steph, Caro puis Yannick. Puis le sujet, ben c'est moi. C'est qui je suis, puis c'est ma vie. Fait que quand c'est cette partie-là, j'ai jamais eu tant cette crainte-là d'être ridiculisée pour qui je suis, en vrai, parce que j'ai toujours été aimée par mes 5 frères et sœurs, mes 2 parents, fait que j'ai jamais eu cette crainte-là qu'on me rejette, j'allais être aimée par mes parents, ma famille, I'm good, tu sais. Fait que j'ai jamais eu cette si grande crainte-là d'être vulnérable. C'était juste de comme, OK, les gens me regardent. Il y a des gens qui me regardent. Mais j'ai parti de zéro, là, on était 200, même pas 200 personnes dans mes réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui te regardent. Ça t'a même aidé à te hisser au top de la compagnie. Je veux dire, c'est fou, tu viens de gagner un prix là, récemment. Peux-tu nous en parler? Ben, en ce moment, en fait, on a terminé l'année, notre équipe dans la compagnie a terminé 8e mondial. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement gros parce que énorme. Pour une si jeune équipe, ça fait juste 5 ans, c'est la première fois que ça l'arrive. Puis en ce moment, notre équipe est numéro 1 depuis le début de l'année. On est le 26 mars et notre équipe est encore numéro 1 dans tout le network. Et c'est la première fois que ça l'arrive pour une Québécoise. Pour une femme québécoise, c'est C'est malade. On peut-tu arrêter tout pour un instant et faire une happy dance? Ben non, mais pour vrai, c'est extraordinaire, c'est le fun, ça devrait pas être incroyable. C'est quelque chose qui devrait être plus croyable, en fait. Oui, puis tu sais, tout ça, c'est parti de croire en soi puis d'être comme, c'est inconfortable en ce moment, mais you know what, je vais le faire pareil. Je pense que ça, c'est vraiment la philosophie à retenir ici. C'est comme, c'est normal que ce soit inconfortable. On n'est pas tous avec le micro ou la caméra, puis c'est super aisé. Il y en a pour qui oui, mais il y en a pour d'autres que ce l'est pas. Puis j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu es une introvertie ou une extrovertie? Je suis une extrovertie. Timide. C'est bizarre. C'est vraiment intéressant parce que tout ce que tu disais, moi je suis une introvertie puis j'ai passé à travers tout ce que tu passes aussi. Fait que c'était vraiment difficile, mais j'aime ça que tu sois une extrovertie. Fait que tu vois, d'un côté ou de l'autre, ça n'a rien nécessairement à voir. C'est pour beaucoup de personnes, c'est difficile. Fait que ça, c'est une clé numéro 1 que de justement le faire quand même. Aurais-tu une autre clé pour les gens qui sont comme, hey, moi, j'ai tellement peur d'être vue, puis j'ai tellement peur des commentaires négatifs. C'est toujours ça qui ressort. J'ai peur de me faire juger, blablabla, blablabla. Qu'est-ce qui, toi, t'aide à tous les jours persévérer, même si y a des commentaires qui sont négatifs, peu importe. Qu'est-ce qui te tient chaque jour que, let's go, je continue, je ouvre mon micro, j'y vais? Il y a beaucoup de choses que je me dis. La première qui m'a vraiment changé ma façon de penser, c'est cette fameuse phrase de « Tout ce que les gens pensent de toi ne veut rien dire sur toi, mais tout sur eux. » Toujours. Mais ta façon d'y réagir ne veut rien dire sur eux, mais tout sur toi. Donc, à chaque fois que je vais recevoir un message, je suis comme « Donc, cette personne-là, pour elle, être une bonne mère signifie ceci. Moi, dans ma religion à moi, c'est cela. Donc, c'est différent, pas de souci. Plein d'amour à elle, plein d'amour à moi, on continue. » Fait que ça, c'est une chose qui m'a grandement aidée. La deuxième chose, c'est de réaliser par les connexions que j'ai faites avec les femmes depuis les 5 dernières années et dans mon rôle de criminologue aussi, en relation d'aide, en fait, tu réalises bien vite que la grande majorité des gens manquent de confiance en eux et ont exactement les mêmes craintes que nous, même les personnes qui peuvent avoir énormément de succès. La confiance en soi ne veut rien... C'est souvent caché derrière tellement de choses, on sait jamais comment une personne peut se sentir. Fait que quand j'ai peur du jugement de telle personne, de un, c'est demande-toi, puis je le demande tout le temps à mes coachs qui commencent aussi dans mon équipe, de mes partenaires, t'as peur de qui? T'as peur des jugements de qui? Ta sœur? Claudette, la voisine? Souvent, c'est ta sœur puis ta meilleure amie. Mm-hmm. Pourquoi t'as peur de son... Est-ce que tu veux sa vie? Non? Bon. Pas grave.
continue. Moi, ce que je dirais, c'est qu'à partir du moment où tu es vraiment toi sur tes réseaux sociaux, dans ta business, si les gens ils sont en désaccord, c'est qu'ils ne fitent pas avec toi, tout simplement, qu'ils quittent. Si le contenu que tu partages, si les projets que tu veux mener n'intéressent pas les gens, tant pis, mais il y en a d'autres que oui, vraiment, et ça n'en vaut la peine. Il faut vraiment pas sous-estimer qu'à chaque fois qu'on a le courage de se présenter devant la caméra, de prendre le micro puis de dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on pense, qui qu'on est, on en impressionne, je dis impressionne entre guillemets parce que c'est pas tout le monde qui est impressionné, parce qu'il y en a plusieurs qui sont dérangés aussi. C'est vrai qu'il y en a qui sont dérangés quand on s'assume, mais ça veut juste dire qu'eux se le permettent pas, eux. Mm-hmm. Mais il y en a une grosse gang que ça va les inspirer, que ça va grandement en fait, ça va les inspirer, puis ça va les motiver. Puis même les personnes que ça dérange, peut-être qu'eux-mêmes vont faire ce cheminement-là éventuel. Tu le fais pas pour ça, mais peut-être qu'ils vont faire le cheminement éventuel, puis à travers toi, ils vont voir tout ce qu'eux, ils se permettent pas, puis qu'ils vont faire une évolution, puis plus tard, ils vont te dire « Merci, tu le fais pas pour ça, mais si ça le fait, tant mieux. » Mais rappelle-toi que la majorité des gens ont moins de cran et moins de confiance que toi. Puis il y a des gens aussi, puis ça aussi, je me le dis souvent, il y a des gens qui ont beaucoup moins de cœur, de talent, je veux dire de cœur et de talent, puis qui foncent right away sans se poser aucune question. Souvent, c'est des hommes, pas toujours, je veux pas être sexiste nécessairement, mais souvent, le doute est plus féminin. Malheureusement, parce qu'on a une plus grande empathie, un plus grand... je veux utiliser le bon terme, là, mais c'est... Ben, c'est l'empathie. C'est l'empathie. C'est quand t'as un grand cœur, que t'es sensible aux émotions des autres, souvent... Ça vient avec un paquet de positifs, mais aussi un paquet de doutes envers toi-même qui nous nuit parfois. Donc, c'est ce que je dirais, en fait. Et c'est tellement puissant, puis c'est tellement ça. Puis j'aurais envie de dire que une autre chose aussi, quand on a le courage de se mettre devant la caméra, c'est de pas essayer de convaincre les autres. Comme t'as pas à convaincre personne. Puis je pense que beaucoup de gens, c'est ça l'affaire. Ils sont déjà dans l'intention, en ouvrant la caméra, aujourd'hui, il faut que je convainque la personne de mon message. Non, fais pas ça, t'es pas du tout dans la bonne énergie et tu parles pas à la bonne personne. Tellement. C'est comme t'as dit, tu veux parler, tu veux te rassembler avec des gens qui pensent comme toi, qui trippent comme toi, qui, tu sais, avec qui tu pourrais aller prendre un café, genre. Mais pourquoi essayer de convaincre quelqu'un? Exactement, c'est tellement vrai, mon doudou. Ah, mais c'était tellement intéressant cette conversation-là et t'as donné des clés, Aurèle. Hey, je dis Aurèle, Aurélie, on en a parlé au début, j'étais comme, je t'appelle-tu Aurélie ou je t'appelle Aurèle aujourd'hui? Fait que, qu'est-ce qu'on a choisi finalement? On m'appelle Aurèle quand on me connaît bien puis qu'on m'apprécie. Donc, si tu me croises à quelque part puis tu me dis Aurèle, je sais qu'on s'aime bien. Déjà. Je sais que tu rejoins probablement la majorité de mes valeurs. Fait que tu peux m'appeler Aurèle. Si tu m'aimes pas, ben appelle-moi Aurélie. Appelle-moi Madame Aurélie. Madame Aurélie. Oh, merci tellement, Aurèle. Puis si tu aurais une dernière chose là, que tu pourrais dire aux femmes qui nous écoutent pour les aider à booster leur confiance en elles, qu'est-ce que ce serait? Oh, j'en ai tellement. Premièrement, si tu crains que tu manques de confiance, si tu as l'impression que tu manques de confiance en toi, je te dirais de relativiser. Je te dirais de relativiser first. Fait que si tu manques de confiance, t'en manques dans quel aspect de ta vie? Parce qu'il y a d'autres aspects de ta vie que fort probablement que t'en manques pas de confiance en toi. Ça, utilise-les, mets-les de l'avant vraiment plus. Puis pour tout ce qui est de ce manque de confiance-là sur certaines sphères de ta vie, donc si tu ne manques pas... Tu peux manquer de confiance en toi dans certaines sphères, mais c'est pas dans tout. Mais les sphères où tu manques de confiance en toi, fonce et pratique. Puis à partir du moment où tu vas être confiante sur tous les aspects de ta vie, we have a problem. Fait que c'est bien que tu manques de confiance en toi sur certaines choses parce que tu progresses. Le jour où tu arrêtes de craindre ou de... complètement, c'est parce que tu stagnes. Fait que c'est normal d'avoir la chienne, c'est normal d'avoir peur. Si t'as pas peur de rien, on a un problème. Fait que c'est ça que je dirais, c'est comme embrace it, c'est aime-le ce doute, aime-le ce manque de confiance-là, puis fonce dedans, pratique-le à tous les jours un petit peu. Fais d'un élargissement de ta zone de confort quotidienne une habitude, parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, sur un certain sujet, en ce moment, tu vas manquer de confiance, mais
à chaque fois que tu vas le faire, dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas te regarder aller, puis tu vas avoir laissé des traces sur tes réseaux sociaux, si tu es présente sur tes réseaux sociaux, ou dans tes écrits matinaux, peu importe. Tu vas te regarder aller, puis tu vas faire « Je peux pas croire tout le progrès que j'ai fait, t'en reviendras pas. » Mais c'est pas du jour au lendemain de te pitcher dans quelque chose que t'as jamais fait, puis de devenir la meilleure, c'est un petit pas à tous les jours, tout simplement. Puis j'aime beaucoup me rappeler que ce qu'on est venu faire sur Terre, c'est de créer un sacré beau film. Le film de notre vie. Puis t'es l'actrice principale de ta vie. Puis t'as pas envie de terminer ton film avec un DVD avec 7 pouces de poussière qui est laissé traîner dans un armoire, dans un tiroir, parce que personne n'écoute, parce que c'est un film plate. C'est un film d'un acteur qui a vécu plein d'obstacles, puis que finalement a rien fait avec, a pris des décisions par peur, tout le temps. Personne ne veut écouter ce livre-là, ce film-là. Jamais. Fait qu'à chaque fois que tu vas avoir des obstacles, à chaque fois que tu vas avoir des peurs, vois-les comme si c'était ton film, t'es l'acteur principal, puis tu vas trouver une façon de passer par-dessus ça, puis c'est ça qui va faire ton expérience de vie. Et donc, ton film de vie, un esprit de bon film. Tellement! Guys, si vous n'êtes pas genre boosté tout de suite à aller comme amener du changement dans votre vie, prendre action, je sais pas ce que ça prend. Mais là, Aurèle, il faut que tu lui dises où est-ce qu'on te rejoint, parce que là, je sais, tout le monde qui va écouter cet épisode ici, si tu ne suis pas déjà, ils vont commencer à te suivre. Donc, où est-ce qu'on te retrouve? On me rejoint sur Instagram, AURELE Dion, Aurèle Dion. On peut me trouver aussi sur TikTok, mais je suis un peu... je suis plus moi à 100% présente sur Instagram. Vous allez plus m'aimer sur Instagram. On va t'aimer partout. Oui, mais c'est le même compte sur TikTok, donc Aurèle Dion. Super. Un énorme merci pour ton temps, tes merveilleux conseils. J'apprécie fois mille. Et merci tout le monde d'avoir été là. Sur ce, je vous dis à tous de continuer de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. À la semaine prochaine. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.